Eh bien, écoutez, passer ces quelques minutes de convivialité, on va dire, je vous propose qu'on attaque cette nouvelle matinale co-organisée par SBA Ignes et dédiée ce matin au boom des usages dans le logement et son corollaire, qui est effectivement quel réseau numérique pour répondre à ces nouveaux usages et à nos nouvelles pratiques, notamment numériques. Alors, cette matinale est organisée ce matin en partenariat avec l'association Promotelec et Objectif Fibre. Et pour cette matinale, nous vous avons réuni donc un panel que vous allez découvrir au fil de l'eau. Si on peut passer la slide. Voilà, donc mon compère des matinales avec François-Xavier, qu'on ne présente plus. Et Bonjour à puis tous. trois intervenants, Pierre-Nicolas, Bonjour. Philippe Bonjour à tous. et Arnaud. Bonjour. Bien sûr, ils vont succéder pour vous dire toute leur vision du sujet ce matin. Pour introduire ce matin, quelques chiffres. Quelques chiffres pour commencer. On a la chance d'avoir effectivement des études qui viennent de sortir, notamment celle du CREDOC et de l'ARCEP, du baromètre numérique qui nous donne chaque année des informations utiles sur l'évolution des pratiques des Français quant au numérique. Et donc, premier chiffre qu'on vous partage, c'est cette réalité désormais que vraiment tous les Français sont des internautes, puisque à 94%, ils déclarent tous être effectivement connectés et utiliser Internet avec une fréquence quotidienne pour plus de 84% d'entre eux, ce qui est effectivement très important. Si on continue un autre regard, celui des modes de connexion à Internet. Donc, on voit bien aussi à travers ce graphique que ce qui est le plus fréquent aujourd'hui, c'est Internet à la fois en fixe et en mobile, avec un taux de 79%, que vous voyez en vert clair. On a encore quelques usages purement mobiles et puis quelques internautes encore qui ne sont pas connectés, mais ils sont de plus en plus euh, de moins en moins nombreux sur ces sujets, puisqu'on voit qu'en 10 ans, on n'est plus qu'à 6%. Si on continue, encore un petit chiffre aussi qui est au cœur aussi des échanges qu'on aura tout à l'heure, aussi sur effectivement les évolutions au regard de la télévision. Vous voyez effectivement à la fois d'un côté la courbe ascendante en rose, donc dans ces différentes façons, je dirais, d'être connecté en IPTV plus fibre ou ADSL, en IPTV fibre ou en exclusive et IPVP. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on est plutôt sur une courbe ascendante versus effectivement la partie TNT qui, elle, décroît au fil des années sur ces sujets, avec peut-être cette limite à avoir en tête que parfois dans la maison, on peut peut-être en avoir en IPTV et aussi en TNT selon où on va se situer dans le logement et écran principal ou écran secondaire. Donc, des tendances, en tout cas, qui sont là. Pour finir sur les tendances, un dernier petit chiffre que je vous partage ce matin, c'est celle aussi dans cette. Donc, on est de plus en plus connecté, on l'a vu tous les jours. On l'est aussi sur le nombre d'équipements qui est connecté, puisqu'aujourd'hui, si on regarde la partie nombre d'écrans, appareils moyens avec écran dans les foyers, on est à quasiment 8 qui sont utilisés. Donc, vous voyez, c'est quand même des chiffres qui sont importants d'objets qui viennent se connecter au fil de l'eau dans le logement. On retrouve nos chiffres, effectivement, 98% des Français ont un téléphone mobile, voire et 91% ont même des smartphones. Donc, on voit bien aussi la généralisation de ce type de d'équipement. Et puis un autre qui nous intéresse aussi, je pense beaucoup côté SBA Ignes, c'est les petites courbes bleues en dessous sur les objets connectés et les enceintes connectées. Donc objets connectés, derrière, on va retrouver bien sûr toutes les solutions domotiques, toutes les solutions aussi d'alarme connectée,
tous ces équipements-là, hein, dont on voit aussi une croissance stable sur ces 2-3 dernières années, mais qui sont quand même en progression significative depuis 2019. Et puis la partie audiovisuelle aussi, hein, avec les enceintes connectées qui continuent aussi une petite croissance importante dans nos logements du quotidien. J'en ai fini pour ce décor. Donc, on voit bien que le boom est là. Et donc, la question, c'est qu'est-ce que ça a comme impact sur nos infrastructures? Et du coup, quelle est la bonne infrastructure? Quel est le bon réseau numérique qu'il nous faut dans nos logements pour pouvoir profiter pleinement de cette vie numérique? Et pour répondre à cette question, on va passer effectivement certainement la parole à François-Xavier pour introduire le premier intervenant. Merci Anne-Sophie. C'est vraiment des chiffres très intéressants parce qu'ils sont très récents et ils montrent effectivement bien que maintenant, voilà, on est dans la massification et on va voir si nos logements ont suivi le mouvement. Donc Arnaud, je vais te passer la parole, hein. Tu es responsable des courants faibles chez Consuel. Donc tu vas déjà nous présenter Consuel parce que tout le monde en entend parler, mais je pense qu'il faut préciser exactement ce que vous faites, notamment dans les courants faibles. Et puis voilà, quelle est ta vision du sujet? À toi. D'accord, merci beaucoup. Donc bonjour à tous. Donc j'ai décidé de nommer un peu notre présentation les réseaux de communication dans le résidentiel parce qu'on peut voir qu'aujourd'hui, il y a eu pas mal d'évolutions au niveau sectoriel qui ont eu lieu. Et finalement, le résidentiel, ça ne se limite plus au logement. C'est le logement, c'est le bâtiment dans lequel on vit et c'est aussi le monde qui nous entoure. Alors, Consuel, on est connu et reconnu pour notre expertise en électricité. Ça fait plus de 60 ans qu'on réalise cela. On est parti aussi sur tout ce qui était lié à la partie transition énergétique, avec tout ce qui peut être IRVE, photovoltaïque, enfin toutes les énergies renouvelables. Et ça fait 30 ans quand même nous faisons des courants faibles. Et ce qu'on peut constater, c'est qu'aujourd'hui, tout se regroupe. Aujourd'hui, tous les éléments, il faut les piloter, il faut les contrôler, il faut les gérer. On a de l'énergie, on a de la puissance, on aura besoin de commandes. Donc la commande se fera en courant faible. La sécurité qui sera entièrement liée à tout le système de fonctionnement, ce sera via le système électrique. Et tout ce qui va être transition énergétique aura besoin vraiment de pouvoir être parfaitement géré avec cet ensemble courant fort, courant faible, sécurité, usage, pilotage, commande. Donc, on se rend bien compte que l'ensemble de la société a vraiment changé dans sa façon de vivre, de travailler, d'avoir accès au numérique. Hier, les outils technologiques qui avaient été créés étaient principalement à usage professionnel. On s'y cherchait à automatiser des tâches, à optimiser des processus, on a amélioré l'information. C'était vraiment très dédié à usage professionnel. Et aujourd'hui, on a vraiment changé d'habitude, une véritable adaptation sociale à tout ce qui nous entoure. Hier, on parlait d'une fonction. L'utilisateur prenait ses fonctions par rapport à la technologie en place. Et finalement, on est vraiment rentré dans un cercle, pas vicieux ou vertueux, ça dépend un petit peu le point de vue qu'on regarde. C'est que l'utilisateur veut de plus en plus de numérique, donc il cherche de plus en plus de fonctions. Pour avoir ces fonctions, il faut créer des technos. Et une fois que ces technologies sont créées, elles vont apporter d'autres fonctions que les utilisateurs vont consommer. Donc, on est vraiment rentré finalement dans un cercle où je consomme de plus en plus de numérique. Donc, les logements, eux aussi, ils ont un peu suivi notre vie, la vie moderne qui nous entoure, avec toute cette notion de divertissement. Je ne vous parle pas des plateformes de streaming, des notions de confort. Je peux gérer mes chauffages, mes volets roulants, on va dire de domotique ou de smart home ou de smart building. Tout ce qui va être lié à l'économie d'énergie, comment je pilote mes énergies, le télétravail. Aujourd'hui, pour être en télétravail de façon très confortable, je suis obligé d'être connecté, d'avoir un réseau fiable, d'avoir un réseau stable, d'avoir un système vidéo qui permet d'avoir une bonne qualité, avoir du son, pouvoir télécharger des gros fichiers. Donc aujourd'hui, vraiment, le numérique nous entoure et c'est devenu vraiment une partie intégrante au niveau de la vie de tous les jours. C'est que demain aussi, au niveau des bâtiments, il va y avoir vraiment beaucoup de choses qui vont se passer. Hormis le fait qu'il va y avoir la fin du cuivre incessamment sous peu avec toutes les contraintes et finalement toutes les ouvertures qui seront possibles pour l'usage au sens stricto sensu du bâtiment.
Est-ce que je me limitais à une technologie qui était le cuivre, mais demain, je peux créer des colonnes de communication, je peux rajouter du service, je peux utiliser vraiment la fibre optique pour vraiment pour obtenir vraiment des bâtiments performants, connectés et qui peuvent vraiment fournir du service. Je fais abstraction, bien entendu, la grande partie, ce sera de la supervision et commande technique. Je peux savoir où en est ma consommation d'eau dans mon immeuble, je peux savoir l'état de mes éclairages, mais tout ce qui va être télésurveillance, tout ce qui pourrait être lié à la téléalarme. J'aurai vraiment une vision globale. Si je suis bailleur, si je gère des parcs, je peux avoir en un point la vision globale de mon parc. Si je suis locataire ou propriétaire dans un immeuble, je peux avoir une vision en temps réel finalement de la vie de mon immeuble. Est-ce que tout se passe bien? Est-ce que j'ai pas de fuite d'eau? Est-ce qu'il est correctement chauffé? Voilà. Et tout ce qui peut être aussi maintenance préventive. Pour certains, pour différentes évolutions aussi, je pourrais avoir du service à la personne, hein, comme un intranet qui peut permettre de communiquer en interne ou avoir tout un système de conciergerie qui peut vraiment apporter un plus et une résidence. Donc, pour éviter un petit peu tout cela, il y a beaucoup d'aspects réglementaires qui sont présents. Il y a des arrêtés, des décrets. Il y a deux normes de référence qui sont la XPC, la NFC 90483 et la XPC 90486. Il y a eu la mise à jour de la NFC 1500 au niveau de son titre 11 qui reprend les principaux éléments. Il y a eu des documents vraiment de référence comme Objectif Fibre qui ont vraiment structuré différents documents pour vraiment avoir une vision globale. Il y a l'ARCEP, l'ARCOM, enfin voilà, tout le monde a vraiment dû s'emparer du sujet pour vraiment essayer de structurer, pour vraiment faire des réseaux ouverts et polyvalents pour qu'ils puissent tous être imbriqués. Sans la réglementation, malheureusement, on serait parti sur vraiment des systèmes complètement disparates. Et aujourd'hui, théoriquement, quand je suis dans un logement, j'ai une arrivée fibre, je peux brancher ma box, elle va fonctionner, que je sois à Lyon, Marseille, Lille ou Caen. Et pour l'usager classique, hein, là-bas, c'est l'électricité, ça ne doit pas électrocuter, l'eau, ça ne doit pas fuir, le gaz, ça ne doit pas exploser, et les courants faibles, ça doit fonctionner. Voilà, là-bas, c'est pas forcément la technologie qui compte, c'est le fonctionnement. C'est j'arrive, est-ce que j'ai du Wi-Fi, est-ce que j'ai de la 4G, 5G, est-ce que ma fibre optique fonctionne, est-ce que j'ai accès au service? Et ça, c'est vraiment un élément très important qu'il faut absolument prendre en compte. On a tendance à croire que c'est parce que j'ai un accès que j'ai un bon accès. Il y a différentes technologies qui font que je vais avoir plus ou moins accès à un très bon service, à une très bonne connexion. Et ce qu'il faut bien que les gens comprennent, c'est que ce n'est pas parce que j'arrive à avoir un peu de Wi-Fi que je vais avoir une bonne connexion Internet. Et donc vraiment, aujourd'hui, le numérique, c'est vraiment devenu le quatrième fluide du bâtiment. Il faut vraiment le prendre en compte. Aujourd'hui, si je ne suis pas connecté, si je n'ai pas accès à Internet quelque part, c'est un peu comme si je n'avais pas d'électricité ou pas d'eau, quoi. Je veux être connecté. Donc, il y a toujours ces notions très classiques du réglementaire. Je suis consuel, donc parler de réglementaire, c'est tout à fait normal. Mais c'est vraiment la nécessité de la réglementation dans le cas qui nous intéresse, c'est que la réglementation vraiment va encadrer. J'ai différents textes qui vont être harmonisés au maximum. On va les rendre cohérents les uns les autres. Et ça, on a vraiment une chance vraiment dans tout ce qui touche au courant faible, c'est qu'ils sont cohérents les uns les autres. Il n'y en a pas un qui va dire l'inverse de l'autre. Chacun découle un peu de son précédent. Donc, c'est des évolutions technologiques à chaque fois qui sont rajoutées, pris en compte et compatibles les uns aux autres. Donc, moi, je suis vraiment un fervent partisan de la réglementation qui encadre tout, la formation qui va structurer la compréhension de cette réglementation et forcément la vérification qui va valider l'installation, mais pas que ça, elle va valider que la personne qui a intégré les différents éléments ait bien compris ce qu'elle devait faire et que au bout du bout, c'est comme l'utilisateur qui doit être satisfait de son installation. Donc pour moi, la vérification en fin de travaux, c'est vraiment une garantie, un gage de qualité vraiment à mettre en avant. Bon, après, je prenais pour ma paroisse, hein. Nous, on est neutre et indépendant. Donc, nous, quand on valide quelque chose,
on n'a rien on n'a rien à gagner, quoi. C'est vraiment, c'est bon ou pas. Donc, je vais faire un petit focus sur la partie vraiment réseau de communication logement, parce que les différents textes sont présents. Donc, sachez que la réglementation, bah, elle prend en compte vraiment beaucoup d'éléments, hein. Vous avez différents niveaux de contrôle, donc 3 niveaux de contrôle en bas, qui est le premier qui est la vérification. Ben, l'installateur intégrateur qui a fait son installation va s'auto-contrôler, pour faire simple, va vérifier que son installation est fonctionnelle. Vous allez avoir le niveau 2 de qualification. C'est plutôt basé pour tout ce qui va être logement collectif ou les lotissements, où là, le professionnel qui aura réalisé l'installation va faire son autocontrôle, mais il ne va pas se limiter à faire un test de continuité fil à fil de ces réseaux RJ45. Il va aller un peu plus loin. Il va aussi faire un test un peu de performance de son réseau. Et vous avez le niveau 3, qui est vraiment on va dire un peu le top du top, qui va vraiment venir certifier son réseau en faisant les tests de continuité, les tests de performance et les tests, on va dire, de bruit. Bon, tous ceux qui connaissent par la diaphonie, paradiaphonie, etc., qui va pouvoir certifier que le réseau qui est installé va vraiment permettre d'accéder à un débit et à une bande passante considérée. Donc, la réglementation a édicté un peu différents types de prise en charge. Donc, pour le niveau 1, ce qui est comme la base d'un installateur et d'un intégrateur, c'est j'ai fait, j'ai vérifié que ce que j'ai fait fonctionne. Voilà. Dès que je rentre un peu plus loin, c'est le maître d'ouvrage qui doit le prendre en considération. Dès qu'on est en niveau 2, niveau 3, ça peut être des bureaux de contrôle indépendants parce que c'est quand même un savoir-faire de tester vraiment un réseau. Et puis après, si vous le souhaitez, un Consuel fait aussi des attestations de conformité par rapport à tout ça. Et nous, on se limite qu'à la partie logement. Donc, je vais arriver un peu à ma conclusion. C'est que, comme je vous expliquais, toutes les réglementations sont imbriquées. Et aujourd'hui, quand on parle vraiment de courant faible ou de réseau de communication ou de connexion Internet, faut vraiment voir que c'est de l'infrastructure, vraiment de la chambre de tirage à la prise du logement. Quand je parle d'infrastructure, c'est faut que je pense de l'extérieur, je vais de la rue, je passe dans mon immeuble et de mon immeuble, je rentre dans mon tableau de com et de mon tableau de com, je rentre dans mes pièces. C'est vraiment toute une brique, tout un enchevêtrement de compétences et de spécificités techniques qui sont vraiment à intégrer et à faire coexister ensemble pour vraiment réussir à faire des systèmes très, très performants. Donc la rue, c'est le guide objectif fibre, il est clair, il est net, il est vraiment bien fait, il est très structuré, il est très imagé, vraiment, il explique clairement les choses. C'est vraiment un document de référence. Ceux qui ne l'ont pas encore lu, je le recommande vraiment parce qu'il est facile à comprendre, il est facile à appréhender, il est parfaitement structuré. Il est dématérialisé, il y a même des applications qui sont sur smartphone. Donc, c'est vraiment vraiment un document de référence. En plus, c'est vraiment un document utile pour nous dans ce secteur-là, parce qu'il reprend aussi toutes les briques. Il ne fait pas que de la fibre, il fait aussi la partie intérieure des réseaux de communication. Il reprend les points réglementaires, il explique des choses. Enfin, franchement, c'est vraiment un guide de référence. En plus, il est gratuit. Donc, franchement, je trouve que c'est vraiment un super document. Et demain, comme je disais, moi, je prenais un peu aussi tout ce qui était un peu lié aux colonnes de service, on va dire au smart home ou au smart building, principalement. C'est demain, je vais pouvoir piloter intégralement mon immeuble. Donc, avec des détections sur chaufferie, sur pompe de relevage, pour voir un peu l'état de mes VMC, voir un peu si mes skidomes sont ouverts ou pas. Combien de fois je rentre dans un immeuble où j'ai l'alarme VMC qui est allumée en rouge au rez-de-chaussée, ça fait 3 mois qu'elle est comme ça, personne n'a rien vu, personne ne sait à quoi sert ce voyant au niveau des gaines techniques, alors que là, je pourrais avoir directement des retours d'informations qui pourraient directement avertir le syndic ou le bailleur de attention, il y a une alarme qui s'est déclenchée. Donc voilà, donc demain, la colonne de service aussi permettra de pouvoir apporter vraiment de la valeur ajoutée, pouvoir porter vraiment tout ce qui peut être lié à la maintenance préventive pour pouvoir anticiper un peu et pour que vraiment les usagers des bâtiments puissent vraiment
ne pas avoir, on va dire, de rupture un petit peu au niveau des fonctionnalités de leur immeuble. Et surtout demain, comme je disais en avant-propos, hein, c'est que chez Consuel, on a eu la chance de pouvoir évoluer dans la sécurité électrique, les énergies renouvelables, tout ce qui va être décarbonation et tout ce qui va être système de gestion et de pilotage. Donc aujourd'hui, chacun fait un peu sa petite installation. Je mets du PV, je mets des bornes IRVE. Maintenant, les batteries, c'était pas tellement accessible. Maintenant, ça l'est de plus en plus pour faire du stockage d'énergie. Demain, ce que je pouvais être capable de faire, on va dire, dans un logement, je vais pouvoir l'étendre un petit peu à un bâtiment. Et demain, avec l'arrivée de tout ce qui va être IRVE, les véhicules qui sont en V2G et qui vont pouvoir piloter, gérer, piloter des énergies, je vais avoir plein de batteries sur roue que je vais pouvoir brancher, connecter, interconnecter pour justement, via tous ces systèmes de gestion et de data, avoir un peu de la smart city, quoi. C'est des bâtiments qui communiquent, qui intercommuniquent. J'ai besoin d'énergie d'un côté, je vais le prendre là où il y en a, sans forcément devoir consommer de l'énergie primaire pour réussir à le produire. Donc, je vous parlais un petit peu du numérique comme quatrième fluide. Je pense sincèrement que la data va devenir le cinquième fluide parce que si je n'ai pas de données, je ne peux pas gérer, je ne peux pas piloter. Donc, je vais avoir besoin de mon réseau numérique pour pouvoir interconnecter le tout et je vais avoir besoin des datas justement pour pouvoir les piloter, les exploiter, les comprendre et vraiment optimiser au maximum l'ensemble de mes réseaux, de mes logements, de tout. Voilà, j'en ai fini. Donc, je suis à votre disposition après si vous avez des questions. Merci beaucoup. On voit bien donc dans cette présentation que le réseau numérique est essentiel, pas que pour regarder un film ou surfer sur Internet, essentiel aussi pour le pilotage, notamment tout le pilotage de l'énergie, et que effectivement l'infrastructure détermine aussi la qualité forcément derrière de ce qu'on peut en faire en termes d'usage. Du coup, sans transition réelle, on passe à Philippe qui va, je pense, nous faire un focus un peu plus dédié à l'intérieur des logements sur effectivement comment doit être ce réseau numérique et qu'est-ce qu'il peut nous apporter par rapport à nos usages du quotidien. Ouais, bonjour à toutes et à tous. Donc, Philippe Bonduel, je suis président de Deselect. Deselect, on est depuis 1968 concepteur et fabricant de composants et de solutions pour les réseaux numériques. Donc, on était déjà présent dans le logement avec la prise en T au départ et aujourd'hui avec la fibre optique et le RJ45. Donc, je suis également vice-président au sein du métier réseau numérique d'Ignes, où nous sommes un nombre d'industriels pour proposer des solutions numériques, et également administrateur à la SBA. Voilà. Donc, moi, je vais vous parler du réseau numérique du logement. Donc depuis 2016, on a une convergence vers un réseau numérique unique de communication via les prises RJ45. Donc on a la partie TV qui arrive, je dirais, encore par un câble coaxial, souvent par un câble coaxial qui arrive directement dans le tableau de communication. Le tableau de communication qui est dans le logement, le cœur de réseau. Donc, on va avoir un réseau en étoile dans le logement. On va retrouver un peu ce qu'on retrouve dans les bâtiments, je dirais, industriels et tertiaires, mais appliqué au logement. Donc, on va pouvoir, grâce à ce réseau en étoile, distribuer dans le logement via les prises RJ45 la télé, l'Internet, le streaming, les jeux en ligne, mais aussi toute la partie PoE qui va nous permettre d'alimenter tout un tas d'appareils, de routeurs, on va le voir un peu plus loin, qui vont nous permettre de distribuer, je dirais, aussi bien le Wi-Fi que le 5G dans le logement.
Donc, vous avez en exemple des prises Wi-Fi qui sont connectées là, directement sur une prise RJ45 ou du Wi-Fi qui peut être intégré directement dans la prise RJ45. Et vous voyez sur la droite les coffrets de communication qui sont régis par la NFC 1500 titre 11. Vous allez retrouver également sur tout le détail sur Objectif Fibre, où on a une partie réseau RJ45 qui va nous permettre de brasser la partie je dirais, distribution dans le logement en RJ45 et également une zone attenante qui va nous permettre de mettre par exemple une box opérateur. Donc, comme je disais, depuis 2016, il y a eu un arrêté du 3 août 2016 relatif à l'application de l'article R 111-14 du Code de la construction et de l'habitation qui a rendu obligatoire les prises RJ45 dans le logement. Donc, sur un T1, on a un minimum de 2 prises RJ45. Donc, catégorie 6 blindé SFTP, donc 1 gigabit, qui correspond au grade 2 TV, mais on peut avoir également du grade 3 TV avec des prises 4.6A SFTP qui vont permettre de passer 10 gigabits dans le logement. Donc, sur un T2, on va être à 3 prises minimum et sur un T3, à 4 prises minimum RJ45 dans le logement. Donc, on demande que ça soit placé dans les autres pièces à proximité d'une prise de courant pour pouvoir y brancher un appareil actif du type box opérateur ou PoE, routeur Wi-Fi ou PoE. Donc, l'installation numérique est obligatoire dans les logements, donc depuis 2016. Donc, ça va correspondre entre 10 à 20% à peu près des logements du parc français. Donc, je vais vous parler également de solutions Wi-Fi câblées qu'on a lancées donc, avec Ignes, la CAPEB, Coedis, la FIEC, le CICABEL. Donc, il y a eu un communiqué de presse que vous avez sans doute vu, j'espère, le 25 mars 2025, et qui explique que la solution Wi-Fi câblée qui va permettre de passer, je dirais, plus de réseau de débit, plus de débit, je dirais, dans le logement. Et ça, je vais vous l'expliquer un peu plus loin. Donc, via une prise Internet, donc on va vraiment utiliser du très haut débit, je dirais, dans toutes les pièces du logement. Donc, c'est une solution simple. Cette installation va permettre de distribuer le très haut débit, apporter la fibre jusqu'aux prises Ethernet réparties dans le logement. Donc, on a une connexion qui est adaptable, qui est toujours à partir de la prise RJ45 Ethernet. Donc, soit vous allez vous brancher directement sur la prise Ethernet, donc directement avec votre PC, avec votre télé ou autre appareil. Et là, vous allez bénéficier tout de suite de 100 mégabits via le câble Ethernet, ce qui va permettre, par exemple, aux gamers de pouvoir jouer sans interruption et avec un débit géré haut de gamme. Alors, vous avez la possibilité ensuite d'avoir le Wi-Fi câblé, où là, on va descendre dans les 20 mégabits à peu près, un Wi-Fi connecté directement sur la prise RJ45. Donc, soit une prise RJ45 qui embarque le Wi-Fi à l'intérieur de la prise RJ45, mais qui est forcément PoE, parce qu'elle doit être alimentée en 48 volts.
directement on verra un peu plus loin, via un switch PoE ou un injecteur PoE où on va amener gérer le courant en 48 volts sur deux paires de la prise RJ45 pour alimenter la borne Wi-Fi, où vous avez la solution toujours en 20 mégabits avec une borne Wi-Fi qui va être, elle, connectée directement également sur la prise Ethernet RJ45. Donc, pour tous les usages courants de la maison, qui sont des usages nomades en RJ45. Voilà, donc là, la solution PoE, donc le PoE, vous allez retrouver donc directement dans le coffret de communication, soit un routeur, un switch PoE, hein, qui est un switch qui peut être fixé en RIDE-in directement dans le coffret de com et qui va distribuer, donc il va être connecté sur le courant, le 220 volts, et qui va être connecté en RJ45 directement sur la box opérateur et qui va après servir de switch PoE, c'est-à-dire qu'il va distribuer sur toutes les prises RJ45 à la fois du 48 volts, alors bien souvent en 15 watts, 15,4 watts exactement, sur la paire 4, 5, 7, 8, et vous allez avoir sur la paire 1, 2, 3, 6 le réseau qui va être distribué directement sur les RJ45 jusqu'à des longueurs de 100 mètres, quoi. 100 mètres, c'est vraiment le maximum. Donc avec un câble soit grade 2 TV, soit grade 3 TV. Donc là, on aura plutôt tendance à prescrire un grade 3 TV qui va correspondre à un 4.6A SFTP en 10 gigabits, qui va permettre d'avoir un bon signal réseau qui va arriver sur toutes les prises RJ45 Ethernet. Alors, vous avez aussi une solution qui est juste un injecteur. Si on peut revenir au slide d'avant. Merci. Oui, donc vous avez un injecteur PoE aussi que vous voyez en blanc, qui peut être aussi un point PoE, où on va injecter juste un RJ45 en PoE pour alimenter une caméra. Quoi. Vous avez tous les types d'appareils qui peuvent être connectés en PoE, hein, les points d'accès sans fil, que ce soit 5G, Wi-Fi, les caméras de sécurité, tout ce qui est téléphone IP, les éclairages LED, les capteurs de lumière, tout ce qui est CO2, COV, les passerelles domotiques, bien sûr. Il y a beaucoup de passerelles domotiques installées en PoE. Tout ce qui est automatisme du bâtiment, tout ce qui est CVC. Quoi. On a tout un tas de produits qui sont aujourd'hui PoE. Et l'intérêt de la prise RJ45 Ethernet dans le logement, c'est de pouvoir, et le PoE, c'est de pouvoir connecter tous ces appareils dans le logement. Donc c'est vraiment très confortable d'avoir un maximum de prises RJ45 dans son logement. Voilà, donc le Wi-Fi câblé, donc on a fait des mesures hein, pour prouver et démontrer que le Wi-Fi câblé est efficace et surtout simple d'utilisation et de mise en œuvre. Donc vous allez pouvoir, par rapport à un répéteur, donc on a fait des tests par rapport à un répéteur. C'est-à-dire que bon, c'est sûr que si vous avez un petit logement type T1, T2, on va pas avoir beaucoup de différences. Par contre, dès que vous allez passer sur un T3, T4, voire une maison individuelle, quand vous allez utiliser le Wi-Fi câblé, vous allez tout de suite gagner en performance hein, de transmission, de vitesse de transmission. C'est des questions de distance. C'est-à-dire que là, toujours, bon, quand on se connecte sur une prise réseau numérique, on va être à 100 mégabits, hein, je dirais, dans tout le logement. Donc, plus on aura de prises,
ça sera simple de se connecter, je dirais, en RJ45 et de bénéficier de 100 mégabits. Après, au niveau Wi-Fi, on est à 20 mégabits quand on est assez proche, je dirais, de souvent la box opérateur, hein, qui va rayonner au niveau Wi-Fi. Et après, on va vite descendre dans les 10 mégabits, voire 5 mégabits, quand on se retrouve assez loin du point Wi-Fi. On va en plus partager, je dirais, le Wi-Fi à plusieurs. Alors qu'en remettant un Wi-Fi, une borne Wi-Fi, c'est-à-dire le Wi-Fi câblé, on va pouvoir remettre une borne, par exemple, dans une chambre ou un bureau un peu plus éloigné. On va donc régénérer un signal Wi-Fi qui va nous permettre de maintenir ces 20 mégabits un maximum dans le logement. Donc une meilleure qualité de connexion, voilà, qui garantit une stabilité des débits et surtout une bonne performance des débits. Donc source toujours Objectif Fibre, hein, comme a mentionné Arnaud, donc, qui est notre Bible, je dirais, à tous sur le terrain. Voilà, donc c'est une solution durable, hein. Pourquoi? Parce que c'est une connexion Internet indépendante, c'est-à-dire que le Wi-Fi câblé va vous permettre d'avoir votre propre réseau Wi-Fi. C'est-à-dire que le jour où vous changez de box Internet, vous conservez votre réseau Wi-Fi. Vous n'avez pas besoin de reparamétrer, hein. Quand vous changez de box Internet, vous devez reparamétrer votre réseau Wi-Fi parce que votre clé Wi-Fi échange. Alors que si vous installez le Wi-Fi câblé dans votre logement, vous avez votre propre réseau Wi-Fi indépendant qui va venir se connecter après sur la box Internet, mais qu'elle soit de n'importe quel opérateur. Donc, et c'est une installation bien sûr normalisée, hein, qui suit, qui est régie aussi par la NFC 1500 titre 11, par l'XPC 90 400, quoi, la NFC 90 483 et l'XPC 90 486, qui sont aussi, je dirais, nos références pour développer tous nos gammes de produits. Voilà, pour en savoir plus, il y a donc la campagne qui a été lancée par Promotelec, hein. Donc vous pouvez vous connecter sur le site promotelec.com, Wi-Fi-câble. Voilà, et vous pouvez donc avoir tous les éléments et également l'objectif fibre, comme je parlais, où on participe activement avec tous mes partenaires d'Ignes. Donc chaque année à développer, à faire vivre cet objectif fibre, ce guide, et le faire évoluer. Merci beaucoup, Philippe. C'est très clair. J'avais une question, moi, sur tu parles de 2016. Il me semblait que Oui, c'était obligatoire depuis plus longtemps, en fait. après c'est suivant le décret, je suis remonté à 2016, mais effectivement on en parle depuis plus longtemps là, au niveau de la NFC 1500, d'avoir des prises, j'ai pas la C'est date en tête. 2006 en fait. Il y a eu des premières 2006, ouais, réglementations voilà, depuis c'est ça. 2006 sur ce sujet, mais la dernière en date, qui est vraiment adaptée en fait aux usages d'aujourd'hui, date de 2016. Ouais, Mais voilà. on avait des premiers éléments depuis 2006 d'un point de vue réglementaire. Moi, Ouais. c'est exactement le souvenir que j'en ai. Et donc, ma question, c'est déjà, est-ce que on a une idée de... Parce que là, tu parles de 20% des logements. Du coup, si on Oui. remonte à 2006, est-ce qu'on n'est pas plus que 20%? Je peux, On je doit peux, être, j'ai pas les chiffres, mais je pense que oui, on doit être plutôt à 30%, 30, parce que 35%. je pose cette question parce que moi, la réalité, hein, parce que Mais maintenant, je pense que de terrain. voilà, le terrain, on constate que effectivement, il y a beaucoup, beaucoup de logements qui sont équipés de prises RJ45.
mais beaucoup ne sont pas utilisés en fait. C'est-à-dire qu'en gros, je pense que malheureusement, alors ça vient des professionnels déjà, hein, parce qu'il n'y a pas forcément eu beaucoup de pédagogie quand on a livré le logement, et des promoteurs aussi, hein. Et puis après, les sous-traitants qui sont venus installer de la fibre, etc., bon, ils ont pas forcément tenu compte de CRJ45. Et au final, j'aimerais bien avoir un jour la réalité de terrain du nombre de prises RJ45 qui sont réellement utilisées. Et je pense que ça serait un petit peu cruel pour la profession et surtout pour la réalité d'utilisation. Parce que tu l'as dit, c'est crucial d'avoir un bon débit. Maintenant, les gens Bah oui. télétravaillent, les gens, voilà. Et l'idée, là, on va voir avec Pierre-Nicolas, mais déjà, lui, ce qu'il constate sur le terrain, parce que Pierre-Nicolas, hein, on lui a demandé de conclure un petit peu la matinée sur déjà, ce que lui constate sur le terrain, les difficultés qu'il rencontre, parce que en tant qu'intégrateur, lui, il passe justement après des installateurs, et puis qui nous explique un peu dans son métier l'importance de ces réseaux et globalement comment il voit les choses. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on pourrait faire, puisque quand on fait une matinale, on essaye de se projeter, hein, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer maintenant pour améliorer la situation et faire en sorte que le plus possible de Français utilisent ces réseaux VDI euh, au mieux. Donc voilà, Pierre-Nicolas, tu prends la main, et puis Oui, après, hein, n'hésitez pas à poser toutes vos questions, hein. L'idée, c'est d'avoir un petit débat à la fin pour avoir un petit peu l'idée et l'avis un peu de tout le monde. Parce que je me trompe peut-être, moi, c'est ma perception, hein, je ne suis pas un spécialiste, mais comment, finalement, malgré tout, toutes les recommandations, toutes les réglementations, tous les guides hein, qu'on a vus au niveau de Promotelec ou d'Objectif Fibre, voilà, comment tout ça, ça pourrait encore être amélioré, comment on peut aller au-delà de tout ça et comment on peut faire en sorte que ces réseaux VDI soient utilisés à 100%. Donc Pierre-Nicolas, tu as la main, donne-nous ton avis et ta vision du terrain. oui, ben, bonjour à tous. Moi, j'ai bien sûr adoré tout ce que Arnaud et Philippe ont dit parce que ce sont bien sûr les bonnes pratiques à adopter et c'est la Bible à lire et à respecter pour que le logement soit vraiment un logement connecté. On voit l'importance de ce quatrième flux du bâtiment. Je raconte toujours une petite anecdote qui fait rire. Vous arrivez dans un hôtel avec vos enfants. Et l'hôtelier vous dit, bah, on a un petit problème de chaudière, on n'aura pas d'eau chaude ce soir. Alors tout le monde fait, ah, bon. Ah, j'ai oublié de vous dire, le routeur Internet est en panne, on n'a pas de réseau. Et alors là, les enfants se retournent, ah papa, on change d'hôtel. Donc ce flux du bâtiment, ce quatrième flux Internet est devenu presque plus important que l'eau. Bon, bien sûr, c'est une boutade, mais ça veut dire que un logement qui ne serait pas connecté ou connectable, c'est un logement qui n'est pas utilisable. Alors sur le premier slide, ce que je voulais montrer, alors bien sûr, on est intégrateur depuis 1991, donc on fait plusieurs milliers d'installations par an. Et ce qu'on constate sur le terrain, c'est pas malheureusement toujours ce que la norme ou ce que nous voudrions qui soit mis en place. Alors le réseau Wi-Fi câblé, le réseau Wi-Fi filaire, c'est bien sûr la bonne pratique. Ça a été dit juste avant, c'est pour moi la seule solution pérenne qui permet de déployer du Wi-Fi à l'intérieur d'un logement. Il en existe d'autres, bien sûr, le CPL ou le mesh. On rappelle le CPL, on fait passer Internet par l'électricité, le courant porteur. Ça a ses avantages et ses inconvénients. Le principal inconvénient, c'est la fiabilité. On voit que beaucoup de systèmes CPL nécessitent d'être bootés, peuvent être perturbés par un micro-ondes, par différents éléments de l'électroménager d'un logement. Donc le CPL est à bannir et le mesh, c'est-à-dire la borne qui va prendre son signal sur la borne précédente, elle a l'inconvénient, bien sûr, d'être
HF, donc sans fil, et donc d'être soumise à des perturbations. Et puis le débit qui repart de l'autre côté est souvent divisé par deux. Donc quand on fait du mesh dans un appartement, bah, on n'a pas la fiabilité de ce fameux réseau Wi-Fi câblé. Alors on nous pose souvent la question en disant oui, mais vous êtes gentil, vous nous mettez des bornes Wi-Fi partout et les ondes et tout ça, et est-ce que c'est pas dangereux? Alors, il faut savoir que votre téléphone portable, celui que vous avez, votre smartphone, il émet 2 watts aujourd'hui. 2 watts. Une borne Wi-Fi, la norme, c'est 100 milliwatts. Donc, je vous laisse faire le calcul. La borne Wi-Fi émet beaucoup moins d'ondes que votre téléphone portable. Et puis, la borne Wi-Fi, elle est posée dans un placard, elle est fixée quelque part dans votre logement. Votre téléphone, ces 2 watts, vous les avez à l'oreille. Vous les avez collés contre vous. Alors, bien sûr, vous pouvez avoir des oreillettes, mais dans ce cas-là, vous l'avez dans la poche de votre pantalon. Et c'est pas ce qu'il y a de mieux pour les ondes. Et puis, dernière chose, plus vous avez de bornes Wi-Fi dans un appartement, moins il y a d'ondes. Alors souvent, les clients me disent, mais comment c'est possible? Plus il y a de bornes, moins il y a d'ondes. Bah oui, parce que si vous n'avez qu'une seule borne Wi-Fi, par exemple votre box dans le logement qui se trouve à l'entrée du logement, et si, comme on le voit sur le dessin, là, vous êtes à l'opposé sur la terrasse, votre appareil, votre smartphone qui va se connecter en Wi-Fi, ou votre tablette ou votre ordinateur va émettre beaucoup de puissance pour aller chercher la borne Wi-Fi qui est loin, qui est à l'opposé du bâtiment. Or, si vous avez une borne Wi-Fi qui est proche de l'endroit où vous travaillez, bah là, votre ordinateur, votre smartphone n'a pas besoin d'émettre beaucoup de puissance pour aller chercher le signal Wi-Fi qui se trouve juste à côté. Donc, c'est à retenir, plus il y a de bornes Wi-Fi dans un appartement, moins il y a d'ondes. Et ça, c'est vraiment un argument qu'on peut utiliser. On le voyait tout à l'heure dans le slide de Philippe que un smartphone consommait beaucoup, beaucoup plus qu'une borne Wi-Fi quand il émet en GSM, bien sûr, plutôt que quand il émet en Wi-Fi. Donc le réseau Wi-Fi filaire, bien sûr, c'est la bonne technique. Sur le slide suivant, vous allez voir les différents types de câbles que l'on peut rencontrer. Alors, on m'a fait la remarque tout à l'heure et elle était judicieuse. Effectivement, moi, je reprends souvent les termes qui sont utilisés dans le tertiaire, catégorie 5E, 6, 7 et 8. Dans le logement résidentiel, on utilise le terme de grade qui est plus adapté. La différence entre les deux, c'est que vous avez une paire qui est dédiée à véhiculer la télé. Donc, vous allez avoir du grade 3 classique ou grade 3 télé ou grade 3 satellite si on veut véhiculer le signal satellite sur la prise RJ45. Alors, pourquoi je rappelle ça? Parce qu'on trouve encore des logements où derrière la prise RJ45, vous avez un câble de téléphone. Mais ça existe encore. Vous allez me dire, non, mais c'est pas possible. Mais oui, on en trouve. Bien sûr, ça respecte pas la norme et surtout, ça ne fonctionne pas. Donc, le conseil que l'on peut donner, c'est d'utiliser bien sûr du grade 3 ou du catégorie 6A qui va permettre de véhiculer le débit le plus important, c'est-à-dire 10 gigabits. Il faut savoir que la plupart des opérateurs télécoms, Orange, Free, SFR, Bouygues, commencent à amener chez vous en fibre du 2 gigabits dans les grandes villes et même ça commence à se déployer dans des agglomérations plus modestes. Ça veut dire que demain, on va pouvoir apporter à l'arrivée du logement 2, voire 3, voire 4 gigabits. Et ça serait dommage que ce réseau soit divisé par 10, par 20, par 50, par 100 à l'intérieur du logement. Autant ces 2 gigabits en faire profiter tout le logement. Donc ça, c'est la première chose qu'on va rencontrer. On va rencontrer des logements avec un câble qui, bien sûr, ne respecte pas la norme et qui ne permet pas de véhiculer Internet haut débit comme on pourrait le voir. Le slide suivant, c'est le câblage des prises RJ45. Alors là, il existe deux types de câblage, ce qu'on appelle le type A et le type B. Ça ne change pas grand-chose. C'est-à-dire que si tout le logement est câblé en type A, ça fonctionne, ou si tout le logement est câblé en type B, ça fonctionne. Mais aujourd'hui, le plus répandu en France, en tout cas, c'est le type B. Et on trouve beaucoup de logements où
la personne qui a fait le réseau s'est trompée ou a inversé des paires. Donc il y a bien la continuité, mais il n'y a pas la continuité comme elle devrait être avec le croisement de la paire comme on doit l'avoir. Donc ça, c'est des problèmes qu'on rencontre. L'installateur a vérifié qu'il y avait la continuité des quatre paires, mais n'a pas fait attention qu'il n'avait pas broché ses câbles comme il faut. Donc ça, c'est un vrai souci. Ensuite, on a sur le slide suivant la topologie du câblage. On le rappelle, hein, le câblage réseau, c'est un câblage en étoile. C'est obligatoirement un câblage en étoile. Alors, bon, il est rare de trouver des câblages qui sont en série. On en trouve quand même dans certains logements. Bien sûr, c'est des gens qui n'ont pas respecté la norme, mais c'est des choses qui arrivent. Et il est indispensable que l'ensemble des câbles en étoile arrivent là où se trouve le tableau VDI. Bien sûr, sur la prise, on peut rajouter un switch et repartir en étoile à nouveau parce qu'on a une prise dans la chambre et qu'on a besoin de brancher plusieurs équipements, sachant que le filaire sera toujours meilleur que le non-filaire et que le réseau. Donc ça, c'est des pratiques qui sont indispensables, le câblage en étoile, et malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Sur le dernier slide, c'est le problème qu'on va rencontrer, c'est-à-dire que le type de câble, c'est le bon câble, le type de câblage, c'est le bon câblage, la topologie est respectée, et pourtant on n'a pas de débit. Alors là, et c'est les problèmes les plus courants, parce qu'effectivement, l'appartement a été certifié, tout va bien, et pourtant, vous allez brancher votre équipement et vous n'aurez pas de débit. Alors, pourquoi on n'a pas de débit? Alors, il peut y avoir plusieurs raisons. Des perturbations électromagnétiques qui sont liées à des câbles courant faible qui sont passés trop près de câbles courant fort ou de câbles qui ont été abîmés pendant le passage, des pliures, des rayons de courbure qui n'ont pas été respectés. Et donc, ces problèmes de débit sont vraiment des problèmes très importants, puisque vous avez respecté la norme, vous avez tout fait comme il faut, et au bout de la prise, vous n'avez pas ce que vous pouviez espérer, ce que vous pouviez attendre. Et là, malheureusement, à part repasser un câble, il n'y a pas de solution miracle. C'est pour ça qu'effectivement, mettre plusieurs prises, pardon, dans les pièces, aller au-delà de la norme, c'est toujours préférable dans le cas où on a un souci au moment du passage de câble. Après, je dis souvent, un logement connecté, c'est plus compliqué qu'un bureau. Parce que dans un bureau, vous allez avoir un ordinateur, vous allez avoir peut-être une barre de visioconférence, mais vous avez très peu d'IoT. Or, dans un logement, si vous scannez le réseau IP d'un logement, vous pouvez avoir 3, 5, 10, 20 appareils connectés, 20 adresses IP qui sont prises, et vous retrouvez avec des problèmes. Le problème le plus courant, c'est par exemple des enceintes connectées qui vont, alors je vais citer une marque parce que c'est la plus répandue, c'est la marque Sonos. Les gens se disent, tiens, on va écouter Pierre-Nicolas, on va brancher toutes nos enceintes sur le réseau IP, donc ils les branchent en filaire. Et puis les enceintes, elles émettent aussi en Wi-Fi, parce que par défaut, l'enceinte, elle marche en Wi-Fi. Et là, vous vous retrouvez qu'une boucle, puisque l'enceinte, elle va se connecter et une première fois en filaire et une deuxième fois en Wi-Fi. Et une boucle dans un réseau IP, c'est un réseau IP qui tombe. Et là, il n'y a plus de débit. Eh bien, je peux vous dire qu'avant de trouver cette panne, vous allez y passer des heures, parce que vous allez essayer de comprendre pourquoi votre réseau, vous avez respecté tout ce qu'il fallait, vous avez fait dans les règles de l'art, et pourtant, vous n'avez pas de débit. Donc, évidemment, comment on trouve ça? Petit à petit, on va débrancher l'ensemble du réseau, on va rebrancher chaque IoT séparément, et puis à un moment, on va s'apercevoir que en branchant cette enceinte-là ou cet appareil-là, on a beaucoup de produits, j'allais dire, chinois, entre guillemets, achetés sur des sites peu recommandables,
et qui ne respectent pas les normes et qui vont créer des perturbations sur le réseau IP. Donc ça, c'est un petit peu notre retour d'expérience. Et il est indispensable, comme l'ont dit Philippe et Arnaud dans leur présentation, de respecter au fur et à mesure toutes les étapes afin que le logement connecté soit un réseau connecté agréable à vivre. Ça veut dire que J'en ai fini. tu es équipé de ce genre d'appareil ou tu attends de l'électricien qui fasse ses contrôles? Alors, aujourd'hui, nous n'étions pas équipés, mais de plus en plus, nous nous équipons. Il faut savoir que ce genre d'appareil coûte entre 1 500 et 10 000 euros, donc c'est un investissement important. Il est difficile à valoriser auprès du client qui, lui, dit, mais moi, j'y suis pour rien. Et donc, euh, on est obligé à un moment de rendre ce service-là, sinon votre installation, vous ne pouvez pas la réaliser. Et donc, bon, je ne voulais pas faire de publicité pour cette marque, mais c'est une des plus connues et c'est, je pense, eux qui ont la gamme la plus large, mais il doit y en avoir beaucoup d'autres. Et effectivement, aujourd'hui, on se retrouve dans cette position de devoir faire ce travail, alors que pour moi, ce n'est pas à nous de faire ce travail-là, mais on se retrouve à le faire. Alors peut-être qu'on peut repasser la main à Arnaud, hein, puisque moi, voilà, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on a systématiquement le niveau 1? C'est-à-dire que moi, je vois rarement des autocontrôles. Et au niveau consuel, par exemple, parce que c'est pas le seul à vérifier, mais au niveau consuel, est-ce que vous avez beaucoup de demandes de niveau 3 ou ça reste anecdotique? Est-ce que c'est devenu un réflexe des promoteurs de le demander au niveau des DCE ou malheureusement non? C'est-à-dire, Non. en gros, où on en est sur ce point-là? Alors, en toute honnêteté, non, c'est pas du tout un réflexe. Alors, le niveau 3, bah, comme l'expliquait Pierre-Nicolas, c'est pas du tout valorisé, ni valorisable. Donc, réussir à expliquer qu'un appareil coûte entre 5 et 8 000 euros et qu'il faut réussir à le rentabiliser, donc faire de la mesure en masse, ça ne s'entend pas. Mhm. Le niveau 2, de rien que faire un débit bande passante, ce qui serait déjà quelque chose d'assez sympathique, bah, on arrive comme à des appareils qui frôlent les 1500, 2500 euros. Et encore, c'est que des appareils qui majoritairement se limitent à faire du giga et pas du 10 giga. Exact. Et ce que nous, on peut constater sur site, hein, c'est que bah, déjà, le test de niveau 1 n'est pas forcément fait par l'installateur intégrateur, quoi. C'est le nombre de sites que je fais ou de tests que je fais où je me limite, moi, à faire que du niveau 1 parce que ça sert à rien que j'aille plus loin parce que de toute façon, j'aurai toujours une paire croisée, un câble mal raccordé, un drain pas correctement connecté. Donc voilà, alors c'est pas, c'est de mieux en mieux. Mais enfin, moi, dans la partie qui m'intéresse, à savoir le logement, c'est principalement du niveau 1 qui est réalisé, quoi. Et on n'arrive pas, on n'est même pas au niveau 2, hein. Donc là, voilà, je pense que un des enseignements, alors on le découvre pas, hein, parce que ça fait des années et des années qu'on constate ça, mais il y a eu quand même des campagnes de com, il y a eu des choses hein, de réaliser, mais un des enseignements, c'est que probablement que collectivement, on n'a pas fait ce qu'il fallait. C'est-à-dire que aujourd'hui, alors moi, l'idée que j'ai eue en vous écoutant, c'est que comme on est en train de finir la mise à jour de R2S, bah, c'est simple pour nous, dans un cadre R2S, hein, dans une méthodologie R2S, de valoriser et de mettre des points sur un projet de logement collectif qui a donné lieu à un contrôle niveau 3. Ça, c'est facile pour nous de le faire. Alors, je vais vérifier, mais je ne pense pas que dans les travaux, on soit allé aussi loin. Mais voilà, c'est peut-être une extrémiste, parce que normalement, on a terminé la mise à jour, mais globalement, je pense que ça, c'est quelque chose qu'on pourrait faire. Maintenant, voilà, vous connaissez ce genre de label, hein, R2S résidentiel est encore très très peu répandu sur le marché. Donc, c'est pas ça qui va modifier la face du monde, hein. Donc, collectivement, si certains autour de la table, parce que je sais qu'il y a la présidente de Promotélé, Florence, il y a le président d'Objectif Fibre, Marc Leblanc. Donc, peut-être que vous avez peut-être, vous, des idées ou des initiatives ou des pistes pour que collectivement, on fasse un petit peu avancer les choses. Moi, je suis convaincu, alors
je me trompe peut-être, hein, mais que des gens comme Sonepar, comme Rexel pourraient nous aider, notamment à travers leur salon, pour passer aussi ce genre de message aux électriciens, parce que ce que je constate moi sur le terrain, c'est qu'ils n'osent pas vraiment aller sur le niveau de service en fait. En gros, ils câblent, hein, puisque c'est la C1500, donc il n'y a pas de problème, ça maintenant c'est maîtrisé. Alors A, B, c'est pas encore tout à fait maîtrisé. Mais globalement, je pense qu'on a l'infrastructure, elle existe, elle est déployée. Par contre, le service ne l'est pas. C'est-à-dire qu'en gros, quel est le niveau de pédagogie qu'on apporte aux utilisateurs, quel est le niveau de pédagogie qu'on apporte aux installateurs pour terminer et puis pour être à l'aise. Moi, j'ai eu le cas, hein, souvent, le client, il va demander à son électricien, bah, est-ce que vous pourriez me brancher la box? L'électricien, il va pas être à l'aise en fait. Je dis pas qu'il va refuser systématiquement, mais il n'est pas à l'aise. C'est pas son sujet en fait. C'est un domaine qui l'effraie un petit peu. Donc si c'est pas lui, bah, oui, il y a des geeks et ça va très bien se passer à travers l'utilisateur, mais en général, pour les Français moyens, il va rien se passer en fait. C'est-à-dire qu'ils auront une boîte qu'on appelle tableau de communication qui ne va pas être utilisée parce que le brassage, c'est pas quelque chose de naturel. D'ailleurs, en écoutant Philippe, j'avais une question, Philippe. On a parlé à une époque de tableaux de communication automatique. Est-ce que ça se fait encore? Parce que c'était sur le papier une bonne idée, mais est-ce que c'était une fausse bonne idée? Est-ce que ça se fait encore ou ça a disparu, ça? Moi, ça a disparu, quoi. J'ai pas de connaissance de tableau de communication automatique. C'est vrai que c'était il y a quelques années qu'il y avait quelques tableaux automatiques où ça switchait d'une prise RJ45 à une autre, mais là, depuis, j'ai pas entendu parler de tableau automatique depuis des années, hein. Donc, pour moi, ça répondait à une des problématiques des réseaux numériques. C'est qu'en Bah, gros, c'était un problème de prix. ouais, probablement, mais au Ouais. final, je pense que la notion de brassage, c'est une notion qu'on maîtrise dans le tertiaire, il n'y a aucun problème dans le tertiaire, mais le brassage, il n'est pas maîtrisé par les Français moyens, en fait. C'est pas évident, et je voulais signaler aussi que je constate très souvent, quand on livre les logements, que les prises ne sont pas numérotées, en fait. Donc, comment faire du brassage Mm. si les prises ne sont pas numérotées? Donc, voilà, est-ce que ça a été testé? Est-ce que c'est réellement opérationnel? Un débit correct, et est-ce que c'est facile pour l'utilisateur de s'y retrouver dans ce brassage, etc. Donc aujourd'hui, la bonne nouvelle quand même, c'est que on parle de VDI, hein, voix donnée image. Nos réseaux en réalité sont devenus des réseaux numériques data. Donc il y Numérique. a Mm. de moins en moins de voix et de données qui passent sur ces réseaux-là. Donc ça a simplifié le brassage. On n'est pas obligé. Moi, à une époque, je me souviens de cordons de couleur en fonction du type d'usage. Donc ça, c'est réglé Ouais. en grande partie. Mais aujourd'hui, je pense qu'il faudrait qu'on trouve une initiative un petit peu commune pour euh, remettre un petit peu de pédagogie dans tout ça et faire en sorte que les gens comprennent. Le Wi-Fi câblé, c'est quelque chose qui apporte énormément pour moi au marché. Alors évidemment, vous avez communiqué, hein, au niveau d'Ignes, etc. Mais est-ce que c'est passé jusqu'aux électriciens? Est-ce que c'est passé jusqu'au terrain? Alors peut-être que Pierre-Nicolas demande la parole. Pierre-Nicolas, tu peux nous dire, hein, ce que tu constates toi et comment tu vois les choses, comment on pourrait améliorer tout ça? Oui, je voulais répondre juste à une question qui était posée là sur le chat en disant, mais est-ce que c'est utile d'acheter un testeur? Il suffit de brancher son ordinateur et de faire un test de débit. Le problème de ça, c'est que vous allez faire un test de débit avec l'extérieur et ce jour-là, sur quel site vous allez aller et quel test vous allez faire. Alors, ça va vous donner une indication. Bien sûr, si vous lancez une vidéo, si vous lancez quelque chose et que ça se déroule bien, ça va vous donner une première indication, mais ça ne vous dira pas si le câble que vous avez passé, qui doit donner 1 gigabit par exemple, va vraiment donner 1 gigabit. Le testeur, lui, va vous donner ça. Et le testeur va vous dire aussi s'il y a un problème sur le câble, à quel endroit il est coupé, par exemple. Ça, c'est le testeur va vous le donner. Le testeur va vous donner énormément d'informations. Bien sûr, l'ordinateur va vous permettre de faire un premier test. Et puis, vous allez tester un instant X, ça va fonctionner. Et puis, une demi-heure après, ça ne fonctionnera plus parce que le câble est endommagé, parce qu'il peut y avoir 1000 perturbations. Après,
il y a aussi des installateurs qui veulent faire trop bien et qui vont passer du câble catégorie 7 ou catégorie 8, on en voit aujourd'hui. C'est des câbles qui ne sont pas faits aujourd'hui pour le résidentiel. La section est trop grosse, le rayon de courbure est trop compliqué à passer. Et surtout, les prises qu'il faut utiliser, ce ne sont pas des prises RJ45 classiques, puisque le câble est plus gros. Et on se retrouve avec des adaptations d'impédance. On se retrouve avec des prises qui font mal le contact. Et vraiment, je préconise, moi, aujourd'hui, de rester sur le résidentiel, hein, de rester sur du câble déjà catégorie 6A, ce qui serait très, très bien. Et j'ai oublié ta question. Je te demandais ce que tu constates sur le terrain, toi. Est-ce que elles sont systématiquement numérotées? Est-ce qu'il y a des cordons de brassage, par exemple? Parce qu'on parle de brassage, mais s'il n'y a pas de cordon de brassage, l'utilisateur, il ne sait pas où en trouver, hein, où il va trouver des cordons de 2 mètres de long. Enfin voilà, c'est comment enfin, qu'est-ce que tu constates et comment tu vois les choses, des mesures simples qu'on pourrait mettre en place pour huiler un peu tout ça, en fait. Je pense qu'il manque d'huile dans les rouages. C'est-à-dire qu'on a fait le travail, hein, Objectif Fibre a fait le travail. La fibre est maintenant très, très déployée. On a des autoroutes de data qui arrivent dans les logements, mais tout s'arrête. On passe en Wi-Fi et on n'utilise pas l'RJ45. Donc, comment on pourrait passer à la vitesse supérieure dans tous les sens du terme? Après, oui, tu l'as dit, des guides de bonne conduite, hein, je pense que ce que Philippe et Arnaud a exprimé tout à l'heure, c'est du bon sens, quoi. Donc, des guides de conduite, qu'est-ce qu'il faut faire après? C'est vrai qu'on arrive souvent, on voit le tableau VDI, on se retrouve avec une box qui n'est pas faite pour être mise dans un tableau. La box, elle n'est pas Raidin. La box, elle n'est pas raccable non plus. Et donc, elle se retrouve souvent, elle pend au bout de son fil. De temps en temps, il y a un bout de scotch double face. Et puis, elle se retrouve. Voilà, c'est pas prévu aujourd'hui qu'elle soit intégrée dans le coffret VDI. Alors, c'est vrai que cette box, on peut la mettre près de la télé. Et puis, comme on a les doubles prises, avec la deuxième prise, on repart pour aller près du coffret VDI. Ça, c'est pas fait systématiquement. Donc, oui, il faudrait déployer ces guides de bonne conduite. Après, il y a quelque chose aussi dont on n'a pas parlé. Vous avez plusieurs bornes Wi-Fi chez vous, vous en avez 2, 3. Les gens ne savent pas les configurer. Donc, vous vous retrouvez avec plusieurs SSID. Le SSID, c'est le nom de votre réseau Wi-Fi. Donc, plusieurs SSID, plusieurs mots de passe différents. Et finalement, c'est inutilisable. Et pour que ça soit bien fait, bien sûr, il faut que chaque borne ait le même nom et le même mot de passe et le même type de cryptage. Parce que vous avez des cryptages différents. Bon, aujourd'hui, on est en WPA2, mais d'autres existent. Et il existe des concentrateurs, c'est des petits appareils qu'on met entre le routeur ou entre la box et les bornes Wi-Fi qui vont permettre de parler à toutes les bornes Wi-Fi en même temps. De dire, bon, bah, mes 3 bornes, je leur dis, mettez-vous, prenez tel nom et prenez tel mot de passe, et ça va mettre à jour automatiquement vos bornes Wi-Fi. Ça, c'est des petits appareils qui ne coûtent pas très cher et que systématiquement, nous installons chez nos clients. Je prolonge, je vais passer la parole à Arnaud, parce qu'il demande la parole et à Anne-Sophie, mais juste une parenthèse, puisque on constate, là, les chiffres d'Anne-Sophie étaient intéressants, hein, 30% de TNT, puis ça diminue, le satellite, c'est anecdotique, donc ça veut dire que l'IP, de toute façon, est demandé sur la plupart des prises. Donc, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt, donc nous, dans R2S résidentiel, on pourrait le mettre comme une demande, hein, c'est de dire, brassons l'IP, la box, sur toutes les prises par défaut, en fait. Alors ça coûterait 5, 10 câbles de brassage, hein, mais c'est rien. Comparé à des gens qui vont pas comprendre que quand ils branchent leur PC sur la prise, bah, il y a rien qui se passe, en fait. Ça n'a pas été brassé, donc il y a pas il y a rien au bout. Donc voilà, ça serait peut-être des petites recommandations comme ça qu'il faudrait mettre en place. Sinon, on va rester sur du Wi-Fi et des débits un peu diminués, quoi. Brasser et mettre un switch, parce que tu peux brasser tes prises s'il n'y a pas un switch informatique derrière et il n'y a pas de réseau sur la prise, quoi. Ouais, la box a souvent 4 prises, par exemple. Donc les 4 Oui, prises bien de la sûr. box pourraient être. Donc, ouais, Arnaud, si tu veux continuer la discussion, ton micro.
C'était pour revenir un petit peu sur la discussion, c'est que tout le monde parle de débit, mais souvent on parle en débit brut. Il faut comparer comme ça la fiche de paye hein, entre le super brut et le débit et le net. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que votre ordinateur va vous dire que vous êtes connecté au giga que le flux d'informations sera parfaitement au giga. Je m'explique. Il suffit que vous soyez sur un réseau un peu bruité. Bah, les paquets qui vont arriver à la machine, elles vont peut-être arriver vite, mais elles seront bruitées. Donc, il va falloir renvoyer les paquets de correction, renvoyer l'information pour qu'elle soit parfaitement comprise et interprétée dans le protocole de communication. Ce qui fait que ce n'est pas parce que je vois que je suis bien connecté au giga que j'aurai réellement une transmission en giga. Déjà, rien que le système de cryptage qui prend à peu près 50% de la bande passante, plus derrière toutes mes erreurs de bruit, de facteurs de correction. Ce qui fait que c'est comme le gros avantage d'un système filaire, c'est vu que c'est un système qui est beaucoup plus stable, fiable et qui résiste à beaucoup de choses, bah, le débit net sera vraiment beaucoup plus intéressant que sur un réseau Wi-Fi qui, bah, avec les perturbations, etc., a toujours tendance à avoir des bits perdus qu'il faut corriger et reprendre. Donc c'est ça, il y a cette notion de débit brut et de débit net à bien prendre en considération. Pour moi, le débit net, c'est l'information que j'ai demandé, que je reçois, que j'exploite et que je vais utiliser. Et qui est très Donc il y important pour avait, les gamers, puisque on oui, sait que le jeu le vidéo, ping. voilà, le ping est indispensable si, lorsque vous jouez à votre jeu d'arcade et que vous tirez sur l'ennemi et que l'information, elle arrive une seconde après, vous êtes mort. Donc, le ping est très important et effectivement, ce que dit Arnaud, c'est primordial. Euh, il faut que ce qu'il appelle le bruit, c'est-à-dire il faut que l'information arrive du premier coup et qu'elle n'ait pas à être redondée, sinon vous perdez tout le bénéfice de votre réseau. Sophie? Oui, moi je voulais réagir sur effectivement comment on améliore en fait la situation. Je pense que les guides ils existent, hein, côté Objectifib, ils sont là, ils sont disponibles, on a version numérique, etc. Donc on a vraiment plutôt un enjeu de faire connaître. Et il manquait pour moi une pièce dans le puzzle qui était vraiment cette communication aussi auprès du grand public. Et c'est tout le travail qu'on vient collectivement de faire avec l'ouverture du site Promotelec Wi-Fi câblé. On retrouve en fait tout un tas de questions du quotidien qu'on peut se poser, comment améliorer mon Wi-Fi, comment j'ai un problème de connexion. Et à partir de là, on va guider en fait petit à petit l'utilisateur vers les bonnes questions et aussi les bons réflexes sur ce sujet. Donc pour moi, on est vraiment sur un enjeu plutôt du faire savoir sur ces thématiques-là. Il y a un autre élément, je pense, intéressant dans notre culture générale, puisque finalement, les réseaux numériques, on a appris à servir d'un ordinateur, et ben, il faut qu'on apprenne un tout petit peu à comprendre ce que sont les éléments clés de cette infrastructure numérique. Et peut-être pour ceux qui ont des enfants, vous avez vu que voilà, vers l'âge de la troisième, la seconde, ils passent ce qu'on appelle aujourd'hui la certification PICS. Et dans PICS, en fait, il y a 5, c'est une évaluation des connaissances numériques. Donc, dans lequel il y a 5 domaines. Hein. Il y en a un sur comprendre ce que c'est qu'une fake news, comprendre voilà, comment ce qu'est le cyberharcèlement, donc la vie numérique. Mais il y a une brique qui est dédiée à l'infrastructure. Et je pense que dans cette brique, vous pouvez voir, il y a déjà pas mal d'informations qui sont données pour expliquer ce que c'est qu'un serveur, pour expliquer ce que sont les signaux, comment ça fonctionne. Et donc, on a cette éducation générale, je pense, à accompagner auprès des Français sur c'est quoi les éléments clés d'une connexion. Voilà, ça ne vient pas de la Lune. Et il faut qu'on comprenne les fondamentaux de comment ça marche sur ce sujet. On a un réflexe quand l'électricité ne marche pas d'aller voir son tableau électrique. Eh bien, il faut qu'on crée ce réflexe quand on a un problème de connexion, d'aller voir son tableau de communication. Et donc, moi, je vous incite vraiment à motiver, à concentrer vos efforts sur le faire savoir. On a plein d'outils et maintenant, il faut les diffuser auprès des acteurs. On a créé aussi sur le site de Promotelec, vous retrouverez aussi un petit outil de diagnostic rapide, en fait, d'autodiagnostic, comme on l'a appelé. Quelques questions clés, en fait, pour aussi vous aider à comprendre si votre logement il a quelques briques ou pas de réseau numérique et puis faire savoir ces prix d'RJ45 qui sont souvent finalement
l'élément emblématique de l'installation, celui qu'on voit, qui est pas, malheureusement, les câbles, on les voit moins. Le tableau de com, on n'a pas toujours ouvert le placard. Et donc, prendre conscience que quand on a des prises RJ45, elles ont une fonction, elles peuvent être utiles et qu'on peut commencer à travailler son réseau numérique. Merci Anne-Sophie. Je pense qu'on peut finir par un petit tour de table, hein. Pierre-Nicolas, tu peux commencer sur un petit peu ta petite synthèse ou ta recommandation. Et puis peut-être juste préciser comment tu vois ce binôme électricien intégrateur. Parce que un des sujets de tout ça, c'est qui fait de la pédagogie, hein. Et si c'est pas l'électricien, l'intégrateur peut le faire s'il est en mesure de le faire. S'il est aussi appelé, hein, parce que les intégrateurs ne sont pas systématiquement appelés. Et comment est-ce que ce binôme finalement fonctionne? Comment tu vois les choses? Et voilà, une dernière recommandation peut-être, comment tu penses qu'on pourrait faire avancer le débat? Oui, ce binôme électricien-intégrateur, pour moi, il est indispensable. On le vit tous les jours. Il est à géométrie variable. Sur le terrain, on rencontre des électriciens qui ont le niveau d'un intégrateur domotique, j'allais dire multiservice. Et dans ce cas-là, nous, on rajoute les petites briques qui manquent. Et puis, de temps en temps, on tombe sur des électriciens uniquement courant fort et pour lesquels on va déployer un accompagnement plus poussé. Donc, ce binôme, il est indispensable et c'est en fonction des capacités ou du désir de l'intégrateur d'aller plus ou moins loin. Mais il fonctionne très très bien. On est complémentaires. On est complémentaires. Euh, Moi, je ne sais pas, je ne connais pas l'électricité et l'intégrateur et l'électricien ne peut pas connaître toutes les subtilités de l'audiovisuel, de l'HDMI, etc. Donc, ce binôme, on y croit beaucoup. Et je pense aussi, alors je vais lire les documents qui ont été présentés tout à l'heure, mais il faut absolument rassurer les gens sur cette histoire d'ondes. Ça, c'est les questions qu'on nous pose systématiquement. Ah, vous allez nous mettre combien de bornes Wi-Fi? 3. Oh là 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 là, mais on va mourir grillé. Et donc, il faut absolument rassurer les gens parce que c'est évidemment, euh, plus on, plus on met de radiateur, plus on a chaud, ok? Donc plus on met de bornes Wi-Fi, plus on a d'ondes, alors que c'est l'inverse. Et ça, c'est une pédagogie qu'il faut avoir, expliquer la différence que ça c'est 2 watts et je le mets là en permanence. Moi, je dois passer 3 heures au téléphone par jour. Je suis fou de faire ça. Je ne devrais pas le faire. Alors que la borne Wi-Fi, c'est limité à 100 milliwatts, quoi, c'est-à-dire 20 fois moins. Et donc, il faut de la pédagogie aussi pour rassurer les gens sur la propagation des ondes. Merci beaucoup Pierre-Nicolas pour ton intervention et tout ce que tu viens de citer là. Peut-être Arnaud, voilà, en mot de la fin, comment toi, à ton niveau, au niveau consuel, comment on peut faire en sorte que typiquement vous soyez plus appelé, que vous ayez plus de missions de contrôle, comment tout ça, ça peut se mettre en musique en fait. Communiquer, 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 communiquer. Il n'y a que ça, faire le tour, aller dans tous les domaines. Là, on peut être dans un domaine électricien, dans un domaine intégrateur, on peut être dans différents domaines. C'est qu'on voit qu'aujourd'hui, toute cette partie courant faible ou communication au sens large, elle touche tous les domaines, partout. Que ce soit une pompe de relevage perdue au milieu d'un champ ou que je sois en plein cœur de la défense, tout est connecté aujourd'hui. Il y a plein de technologies. Toutes les technologies qui sont mises en place aujourd'hui ou vendues sont là pour faciliter l'usage. Comme disait Pierre-Nicolas, il y en a, ils sont tellement simples que même quand on veut rendre, je reprends l'idée, enfin, ce qu'il expliquait sur Sonos, c'est que par défaut, il met son Wi-Fi activé. J'ai beau le brancher en filaire, il garde le Wi-Fi parce que par défaut, ce sera simple. Et c'est pareil avec les box. On croit qu'une box, alors les box sont très bien faites, c'est pas le problème, mais aujourd'hui, tout est fait pour finalement faire abstraction quelque part de la qualité potentielle à la facilité d'usage, à la facilité de je vois un truc, je peux m'y connecter. Voilà, que je ne veux pas parler des réseaux non sécurisés qu'on peut avoir dans différents hôtels, cafés et autres. C'est j'ai un réseau, je m'y connecte. Et je ne sais pas du tout ce qui se passe derrière. Euh,
toutes les infrastructures aussi qui sont, franchement, on a des super câbles, des super prises, du super matériel. On a, enfin voilà, vraiment des très beaux éléments qui peuvent être mis en œuvre dans un logement et ils ne sont pas forcément utilisés à leur plein potentiel, ou ils sont là, mais ils sont oubliés. Et donc, je trouve que c'est vraiment dommage d'avoir possibilité d'avoir quelque chose de très fonctionnel et de se dire, bon, c'est bon, je vois que j'arrive à me connecter, c'est bon. Et la règle de si c'est du fixe, c'est en câble. Je vais prendre l'image d'une télé connectée, hein, basique. J'ai beau avoir deux RJ45 derrière la télé, et ben, je vais comme la brancher en Wi-Fi sur la box qui sera potentiellement dans la zone attenante, alors que j'ai mes prises RJ45 qui sont juste au dos et qui permettraient d'avoir un super réseau derrière. Et je trouve que c'est dommage. Enfin voilà, je trouve que ce qui est dommage, c'est qu'on a de la qualité, elle est là. J'ai qu'à l'utiliser, hein. Je ne la paye pas plus cher. Elle est déjà présente, elle est obligatoire et elle est là. Et elle n'est pas forcément utilisée vraiment comme elle devrait. Alors voilà, c'est de faire des vidéos YouTube, enfin voilà, il n'y a pas le choix. Communiquer, communiquer, mettre en avant. Je vois que ça. Merci beaucoup Arnaud. Philippe, je te laisse la parole. Moi, je pense qu'il faut les prescrire beaucoup plus en amont auprès des promoteurs et des constructeurs, parce que aujourd'hui, tout est fait à minima, c'est-à-dire qu'ils respectent un minima la NFC 1500, et il n'y a aucun contrôle qui est demandé, notamment au niveau des performances. Il y a une méconnaissance des promoteurs et des constructeurs, hein, sur la partie réseau de com. Donc, je pense qu'il faut prescrire davantage en amont. Il faudrait aussi que les promoteurs puissent, comme pour la partie domotique, hein, on a fait beaucoup de logements connectés, donc on a une bonne expérience, de mettre des notices, un minimum de notices sur les coffrets de com pour expliquer comment utiliser le coffret de com, parce que bien souvent, bah, les promoteurs, ils construisent des logements, tout est équipé, mais le propriétaire ou le locataire arrive des mois après, arrive dans un logement où il voit des prises, il se dit, bon, j'ai une prise, je vais me connecter dessus, mais il ne connaît pas du tout le réseau de communication qui a été mis en place. Donc après, bon, si c'est un geek, il n'y a pas de souci, il va s'en sortir, et on l'a vu sur le connecté, hein, c'est eux qui utilisent les logements connectés et qui, en plus, développent le logement derrière. Mais bon, une personne âgée qui arrive dans un logement avec un réseau numérique connecté va mettre sa télé sur une prise antenne directement sur la prise coax, et va pas penser à mettre sa télé sur une prise RJ45, parce qu'il y a une méconnaissance complète. Mais je pense que ça part voilà, de la prescription en amont auprès des constructeurs. Merci beaucoup Philippe. On arrive à la fin de ce webinaire. Alors, je vois qu'il y a quelques remarques et quelques questions, donc je vais juste les prendre rapidement. Effectivement, hein, on a quand même de plus en plus besoin aussi de connexion filaire. On parle d'IRVE par exemple, hein, et puis le PoE, hein, c'est quelque chose qui n'est pas très très connu. Et je mets au défi d'expliquer à quelqu'un comment ça fonctionne et ce qu'il doit faire. L'injecteur que Philippe a présenté, c'est de la science-fiction pour la plupart des utilisateurs. Donc voilà, là il y a un sujet, mais on revient toujours à un sujet de pédagogie. Là, ce que proposait Anne-Sophie sur bah, voilà, quelles sont les notices qui existent et sur lesquelles on peut s'appuyer, bah, peut-être celle des consoles de jeux. Moi, je pense aussi, hein, le problème, hein, comme tu disais, Philippe, c'est oui, on peut accompagner les AMO d'ailleurs. Moi, je vais faire aussi un peu de pub pour les AMO Smart Building. Ils accompagnent les promoteurs, les bailleurs, mais c'est 1% de renouvellement par an. Donc voilà, c'est très faible comme rythme. Donc ça va pas suffire, mais on peut le faire. Et certains promoteurs jouent vraiment le jeu, hein. Moi, je vois des QR codes ou des notices ou des tutos vidéo, effectivement, sur les vidéophones IP. Donc voilà, on voit des choses qui se passent.
mais à toute petite échelle et pour le grand nombre, hein, la plupart des maisons et des logements existants, bah, ça va passer, je pense, hein, par les bailleurs, parce qu'eux, ils sont en train de rénover massivement les logements, donc j'espère qu'eux, ils ont tout intérêt à faire de la pédagogie, parce que sinon, ça sera beaucoup de gens pas contents, beaucoup de questions, donc ils auront intérêt à le faire en amont. Pour les promoteurs, bon, bah, on en a parlé, et puis pour les copros, je pense qu'il y a un vrai sujet de pédagogie au niveau des copros, parce que si on a un ambassadeur au niveau du conseil syndical, par exemple, quelqu'un qui maîtrise et qui connaît, bah lui, il va expliquer, c'est génial, on a des RJ45, il va positiver tout ça, et ça aura évidemment beaucoup plus d'impact. Merci à tous, notamment bah, à nos 3 intervenants. Merci évidemment, comme d'habitude, à Ignace pour tout son apport dans ces webinaires. Merci aux équipes de l'ASBA pour la préparation de tout ça. Et puis, un grand merci à Objectif Fibre, à son président, et puis un petit hug à Didier Cazes, que j'ai vu dans la liste des participants, qui a dû être très intéressé par tout ça. Et puis, bah, évidemment, merci à Promotelec. Et puis, on compte sur Promotelec, notamment hein, pour toute cette pédagogie. Donc, tout ça, ça sera en replay. Donc, faites suivre le replay autour de vous. Et puis, rendez-vous au prochain webinaire SBA Ignace prochainement. À très bientôt. Merci à tous. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.